Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la domination des Vikings sur l'Angleterre durant quelques décennies, mais elle a façonné la langue et les coutumes des populations anglo-saxonnes et favorisé l'unification politique. Vous voulez en savoir plus sur l'intégration des Vikings? Venez avec moi. Tu es en droite ligne face aux côtes danoises lorsqu'on fait voile vers l'ouest. L'Angleterre figure dès la fin du 8e siècle au nombre des régions touchées par des expéditions vikings. Le sac en 793 du monastère de Lindisfarne sur la côte nord-est marque même, dans la chronologie traditionnelle, le début du phénomène viking. Une lettre d'Alcuin, conseiller de Charlemagne et lui-même originaire d'York, donne à cet événement un retentissement international. Pourtant, malgré ce début fracassant, la présence scandinave en Angleterre reste peu intense pendant plusieurs décennies, surtout si on la compare aux fortes pressions exercées sur la Frise, l'Irlande ou les rives orientales de la mer Baltique. Ainsi, ce n'est qu'en 851 qu'une flotte viking hiverne pour la première fois en terre anglo-saxonne. Dans la seconde moitié du 9e siècle, en revanche, le mouvement gagne en ampleur et déstabilise l'équilibre politique entre les royaumes anglo-saxons. À cette date, sur la douzaine d'entités politiques angles et saxonnes attestées au 7e siècle, il ne reste plus que 4 royaumes d'importance inégale. Dans le sud et le centre du pays, le Wessex, ou royaume des Ouest saxons, et la Mercie, à la fois alliés et rivaux, exercent une hégémonie fluctuante sur les principautés galloises à l'ouest et sur le petit royaume d'Est, Anglie, dont l'indépendance semble garantie par la concurrence entre ses puissants voisins. Au nord, la Northumbrie reste à part, peu impliquée dans les affaires méridionales. L'arrivée d'une flotte viking sur les côtes du Kent, puis de l'Est Anglie, à la fin de l'année 865, change profondément la donne. En l'espace de quelques années, cette grande armée, ou armée de païens, ces deux expressions sont dans la chronique anglo-saxonne écrite en vieil anglais dans les années 890, s'impose comme un acteur majeur du jeu politique. Sa taille a fait l'objet de bien de controverses, mais les fouilles récentes de camps où les Vikings se sont installés à Repton, dans la vallée de la Trent, au nord de l'actuel Birmingham, en aval du même fleuve à Alderwork, sur l'Ouse, en amont d'York, permettent de mieux saisir leur quotidien. Il semble désormais établi que l'armée comptait plusieurs milliers de guerriers, auxquels il faut ajouter un nombre au moins équivalent de non-combattants, femmes, enfants et autres individus, qui suivent les flottes et les troupes pour leur rendre divers services et profitent des opportunités qu'elles dégagent. C'est donc une force considérable qui exerce sur le pays une pression sans précédent. Elle demande à être ravitaillée, rallie les mécontents, prend parti dans les querelles internes à chacun des royaumes, pose des exigences que les rois ne peuvent rejeter d'un revers de la main. Sa composition interne est difficile à saisir, mais il est certain qu'elle n'a pas de commandement unifié. Les sources mentionnent une vingtaine de rois et de jarls pour les 15 ans environ que durent les opérations. Chacun d'entre eux étant sans doute à la tête d'un contingent autonome, coopérant ou non avec les autres pour atteindre des objectifs sans cesse redéfinis. La grande armée est donc en perpétuelle recomposition, ainsi que le montre l'arrivée de nouvelles flottes telles celle Grande Armée d'été, qui la rejoint en 870, mais aussi les scissions, comme celle qui, au sorti de l'hiver 874, voyait une partie de l'armée cantonnée à Repton vers la Northumbrie et une autre gagner le Wessex. En 880, après 15 ans d'activité de la Grande Armée, le tableau politique du pays est bouleversé. Sur les 4 royaumes, un seul, le Wessex, a su conserver son indépendance et la quasi-totalité de son territoire. Suite à une décennie de combats, le roi Alfred a en effet remporté au printemps 878 une victoire décisive à l'issue de laquelle son principal adversaire, le roi viking Guthrum, a accepté le baptême, conclu la paix et s'est retiré en Est-Anglie. Celle-ci passe donc entièrement sous domination scandinave. La dynastie originelle a disparu, remplacée par une succession de rois vikings obscurs, connus seulement par des monnaies. Quant aux 2 autres royaumes, ils n'ont pas résisté et ont fini par se défaire. L'ancienne Northumbrie a éclaté entre un royaume viking centré sur la ville de York et une principauté angle autonome au nord autour de la forteresse de Bansburg,
et des territoires mal contrôlés à l'ouest où les Bretons du Strathclyde, région au sud de Glasgow, étendent leur influence. L'ancienne Mercie est désormais divisée entre une partie orientale où des groupes armés vikings se sont taillés des principautés et une partie occidentale sous l'influence et la protection ouest saxonne. Alfred est alors qualifié de roi de tous les Anglais, qui ne sont pas soumis aux païens. De fait, l'essentiel du nord et de l'est de l'Angleterre est maintenant soumis à la domination de chefs scandinaves. L'éclatement politique a pu favoriser l'implantation des nouveaux venus, qui se sont intégrés aux élites locales, se mariant dans des familles de l'aristocratie, adoptant le christianisme. En revanche, ces petites principautés danoises ont vite été confrontées à la politique expansionniste des descendants d'Alfred. Dès 910, son fils Édouard, qui lui a succédé en Wessex, et sa fille Athelflaed en Mercie, entreprennent la conquête systématique des territoires sous contrôle viking. 10 ans plus tard, l'Est Anglie et les principautés de l'Est de la Mercie ont été intégrés à ce qu'on appelle bientôt le royaume des Anglais. York résiste un peu plus longtemps. Conquise en 927, la ville retrouve son indépendance en 939 par l'intervention des Vikings de Dublin, puis change plusieurs fois de maître avant d'être définitivement incorporée au royaume anglais en 954. En fin de compte, la domination viking n'a duré que quelques décennies. Moins d'un siècle s'est écoulé à York entre la prise de la ville par la Grande Armée en 866 et l'annexion en 954. Mais les sources écrites, la toponymie et l'archéologie convergent pour souligner l'influence des Danois, ainsi que les textes les désignent ont exercé sur toutes les régions situées au nord-est, d'une ligne allant à peu près de Londres à Chester. Des études génétiques récentes à prendre avec prudence car elles ne sont pas encore nombreuses et devront être corroborées par d'autres travaux, suggèrent que le nombre de migrants venus de Scandinavie n'était pas négligeable. Peut-être quelques dizaines de milliers pour une population d'environ 1 million. Certains sont venus avec la Grande Armée, d'autres se sont installés par la suite à la faveur des contacts et de l'activité économique renouvelée entre les deux rives de la mer du Nord. La langue et les coutumes danoises se diffusent alors, imprimant leur marque sur la région. Ainsi, c'est au-delà de cette ligne que se concentrent la plupart des noms de lieux d'origine scandinave. Noms en bi, ferme, village, en torp, hameau, ou en thwaite, clairière. La région est également marquée par une culture hybride originale dont témoignent par exemple les hautes croix sculptées comme celle de Gosford, où sont figurées des scènes tirées à la fois des évangiles et des récits mythologiques nordiques. Intégrés au royaume des Anglais au terme des campagnes militaires du Xe siècle, mais aussi à l'issue d'accords et de compromis, les élites des anciennes principautés vikings conservent leur ascendant sur les populations et tiennent à leur particularisme. C'est peu après l'an 1000 qu'apparaît l'expression Dana Lange sous la loi des Danois, transportée en anglais moderne sous la forme Danelaw. Elle désigne les régions qui, au sein du royaume, se distinguent par des coutumes et des pratiques légales différentes. Le Domesday Book, produit de la grande enquête foncière et fiscale diligentée par Guillaume le Conquérant, 20 ans après la conquête normande de 1066, montre que les comtés n'y sont pas divisés en hundreds, mais en witpetek, des districts de prise d'armes, et que la paysannerie libre y est plus dense. Ces Danois, désormais chrétiens et de langue anglaise, sont de fidèles sujets du roi d'Angleterre. Sur le long terme, la Grande Armée et les Vikings ont donc favorisé l'unification d'un ensemble culturel et linguistique qui n'avait jamais été rassemblé sous une autorité unique et ont permis l'émergence d'un royaume riche et puissant, parfois qualifié de premier véritable État de l'Europe médiévale. Cette monnaie d'argent a été frappée à York en 952-954 pour le roi Éric à la hache sanglante. Roi d'origine norvégienne, il est présenté par les sagas du XIIIe siècle comme un adversaire du christianisme. La pièce reprend pourtant certains codes de la monarchie chrétienne. Au droit, la formule « Éric Rex » témoigne de l'usage du latin et du titre Rex. Au revers, deux croix côtoient le nom du monnayeur Inglegar, un officier anglo-saxon au service du souverain. L'épée symbolise la fonction guerrière du roi, sans qu'il faille y voir une imagerie spécifique païenne.
Né vers 995, le jeune Knut hérite en 1014 de la flotte et des prétentions de son père, Sven à la barbe fourchue, roi des Danois et conquérant de l'Angleterre. Après 3 années de guerre, il s'impose comme roi des Anglais et épouse la reine Emma, veuve du roi saxon Athelred II. Roi du Danemark en 1018, puis de la Norvège en 1028, il constitue un immense empire maritime unique dans l'histoire des Vikings, qui s'étend sur les 2 rives de la mer du Nord. Issu de la dynastie des Jelling, premier lignage royal scandinave à avoir adopté le christianisme, Knut est soucieux de se conformer au bon modèle du souverain chrétien. En témoignent ses lois, son pèlerinage à Rome et ses nombreux dons aux églises. Il est aidé par Wulfstan II, archevêque d'York, qui devient son conseiller, mais son empire ne survit que quelques années à sa mort en 1035. Comme on a vu, le Danelaw désigne un ensemble de lois et coutumes en vigueur dans certaines régions d'Angleterre, principalement à l'est du pays, où les Danois se sont installés entre le 9e et le 11e siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.